Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous allons nous donner 30 minutes pour nous interroger sur le phénomène intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA peut bien nous apporter ou pas ? Quelles sont les questions sociales, culturelles, éthiques et pourquoi pas politiques que l'IA soulève ? Cette semaine, on va se demander comment construire des bons outils d'intelligence artificielle et en filigrane, on va s'intéresser à une profession qui est censée garantir cette qualité, la profession de Product Manager. Cause Commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. Merci à notre directeur d'antenne Olivier Gréco de nous permettre cet espace de liberté et d'échange. Cause Commune que vous pouvez retrouver, mais vous le savez par cœur, cause-commune au singulier.fm et sur ses apps mobiles. On se retrouve bien sûr sur la bande FM 93.1 et le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. Bon, nous avons besoin de vous pour emmener cette émission encore plus loin, en la partageant avec vos amis, en mettant des étoiles partout sur Apple Podcasts, Spotify, des petits pouces bleus sur YouTube. Bon, c'est notre seule récompense et cela nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler les algorithmes. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. L'un des faits marquants avec l'émergence ChatGPT a été sa vitesse d'adoption. En novembre 2022, ChatGPT a mis 5 jours pour atteindre 1 million d'utilisateurs. À titre de comparaison, cela avait pris 2,5 mois à Instagram en 2010, 10 mois à Facebook en 2004. Bon, c'est toujours aujourd'hui la solution d'IA générative la plus utilisée et en fait très très loin derrière ses principaux concurrents. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, une proposition de solution rencontre aussi bien et aussi rapidement son public ? Est-ce qu'il y a des passages obligés dans la construction du dispositif ? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne surtout pas commettre ? Comment on passe d'une idée à un produit qui marche ? Ces questions aujourd'hui, c'est souvent le product manager d'une solution qui doit se les poser quotidiennement. Mais c'est quoi en fait Product Manager ? C'est quoi ces secrets ? C'est un magicien ou plutôt un Stakhanovich de la méthode ? Un créatif ou plutôt un acharné des étapes à suivre les unes après les autres ? Vaste question. Et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir les poser à une spécialiste, une Product Manager justement, dans le cabinet Avisia, spécialisé dans la data et l'IA. Elle va nous expliquer son rôle et ses manières de travailler et de garantir la qualité d'un produit IA. Bonjour Astrid de Julien. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue en studio à Cause Commune. Ravi d'être avec vous. Alors Astrid, parlez-moi d'IA. Vous êtes plutôt quoi ? Plutôt Stakhanovich ou plutôt magicienne ? Est-ce qu'il y a une recette particulière pour développer une bonne solution d'IA de manière générale ? Je pense que c'est un peu hybride, la combinaison d'une expérience de terrain et puis de différentes formations. Et puis surtout, c'est quelque chose qu'on apprend tous les jours. Et tous les jours, vous vous demandez comment améliorer votre produit. On va voir comment ça se passe, quelles sont les étapes, les collaborateurs aussi avec lesquels vous travaillez, vos clients potentiellement. On l'a dit, on va certainement parler donc du coup de méthodologie de création d'un service IA, et après plus globalement d'un service numérique finalement, et du coup du métier de Product Manager. Mais alors, si on s'arrête 2 minutes sur vous, c'est quoi votre parcours professionnel à vous ? Qu'est-ce qui vous a emmené à devenir Product Manager ? Alors c'est une longue histoire, on va la faire de façon brève. Moi j'ai commencé dans le monde du livre, donc un monde qui était assez éloigné de tous ces sujets. Ouais. Ensuite j'ai pu évoluer dans le monde du digital. Progressivement, je me suis tournée vers la data et aujourd'hui, je suis arrivée au product management. Donc, quelque chose de très progressif que sans doute j'aurais pas pu anticiper avant et qui sans doute m'emmènera quelque part que je ne sais pas encore définir aujourd'hui. Donc, vous avez bénéficié en quelques années, enfin en tout cas, vous avez surfé la vague de la numérisation des métiers ? Oui, complètement. Alors, j'ai surfé sur la vague et je me suis quand même fait un petit peu aider, on va le dire, par des formations. Et notamment la dernière en date, c'était un bootcamp en data qui m'a permis de me muscler sur les sujets data, sur la logique des langages data utilisés aujourd'hui par les experts du sujet. Et ça m'a permis aussi de faire la transition vers toute la partie product management, data et IA. Donc ça peut intéresser nos auditeurs. Comment
tout d'un coup, alors vous êtes, vous me dites si je me trompe, mais vous êtes chef de projet numérique, vous faites des services numériques globalement, et puis vous vous dites, bon, bah là, il y a un tournant en cours, ou en tout cas, il y a du numérique complémentaire qui est en train de se mettre en œuvre autour de la data, et puis peut-être déjà de l'IA. Comment on se dit tout d'un coup, tiens, il va falloir que j'upgrade un petit peu ma façon de voir les choses. Comment vous vous renseignez d'abord, et qu'est-ce que vous trouvez à ce moment-là sur le marché qui va pouvoir vous aider? Comment vous abordez cette question de tiens, je vais aller mettre un peu plus dans la data? Alors, c'est d'abord des rencontres. Moi, j'étais pas à proprement parler chef de projet digital, j'étais une fonction support des product owners, product managers digitaux, c'est-à-dire les personnes qui développent les sites web et les applications, puisque j'étais digital analyst. D'accord. Et donc, j'ai travaillé au quotidien avec eux pendant à peu près 5 ans. C'est quoi digital analyst? Faut nous expliquer Bien tout. sûr. Un digital analyst, c'est quelqu'un qui aide les product managers, notamment sur la compréhension des parcours clients, en analysant la donnée qui est à disposition sur les comportements, la façon dont on arrive sur un site ou une app. C'est comme rentrer dans un supermarché et faire un parcours dans le magasin. Simplement, c'est à l'échelle du digital. Et nous, on regarde ce que vous faites dans le magasin. Ouais, sur un site web, quand on clique sur j'accepte que mes cookies soient enregistrés, et que ça permet aussi du coup, alors de manière le plus souvent anonyme, mais d'analyser en fait votre parcours sur le site. Tout à fait. Ce qu'on vise, en fait, c'est la masse, c'est comprendre un peu ce qui se passe quand vous êtes sur un site ou une application, quels sont les irritants dans votre parcours d'achat, qu'est-ce qui se passe bien, et ensuite de pouvoir travailler avec les product managers et les UX designers pour se dire qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on améliore et qu'est-ce qu'on ne touche pas, parce que ça fonctionne déjà. Ouais, où est-ce que ça bloque ? Vous repérez là où ça bloque dans le processus alors que ça devrait fonctionner correctement. Donc finalement, vous étiez déjà un petit peu dans la donnée quand même. Oui, tout à fait. J'étais sur la partie données digitales. Aujourd'hui, le digital est souvent un peu à part de la data au sens générique du terme. Mais pour moi, c'est des choses qui ont vocation à fusionner parce qu'essentiellement, on est sur des métiers très proches. Et là, vous utilisiez quoi comme outil pour faire ces analyses? C'était purement du Excel ou il y avait déjà des choses un peu plus poussées? Alors, il y a des solutions de web analyse. La plus connue, c'est Google Analytics. Il y a aussi AT Internet, Adobe. Ensuite, on a des solutions qui vont être du X Analytics qui permettent de regarder ce qui se passe, où est-ce que vous cliquez avec des cartes de chaleur, etc. De type Content Square. Et puis on avait des solutions qui nous permettaient d'A/B tester différentes expériences. Alors A/B tester, c'est le fait de proposer 2 versions du site ou 2 versions d'une partie du site pour voir celle qui fonctionne le mieux. D'accord. Et donc du coup, vous testez ces parties-là et en fonction de celle qui marche le mieux, c'est celle qui devient la version définitive du site. Donc vous étiez dans cette façon d'aborder le numérique et les dispositifs numériques et vous vous dites, je voudrais aller plus loin. Et donc comment vous faites pour regarder ce qui existe pour vous aider à aller plus loin? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un secteur qui évolue très vite, donc je me sentais un petit peu obsolète progressivement sur mon métier, pour le dire comme ça. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux élargir mon spectre de compétences? Il y a 2 façons d'élargir, à l'horizontale ou à la verticale. Ouais. Et moi, j'avais principalement envie d'élargir à l'horizontale, donc d'acquérir de nouvelles compétences en data pour pouvoir mieux faire mon métier. Et aussi progressivement d'évoluer vers le sujet du product management parce que j'avais vu que, en fait, ça m'intéressait, mais quand ça s'appliquait à la data ou à l'IA. Ouais. Et donc, à partir de là, pour répondre à la question, j'ai regardé ce qui existait un petit peu en ligne. J'ai fait beaucoup d'entretiens réseau avec des experts du métier pour leur dire voilà mon parcours, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui comme corde à mon arc pour pouvoir regagner en légitimité sur ces nouveaux sujets. Et c'est comme ça que j'ai découvert le bootcamp DataBird, qui m'a plu parce qu'il était à la fois en présentiel, disponible aussi en présentiel, et qu'il était orienté data analyse, sans avoir trop de maths derrière, puisque j'ai quand même une formation littéraire à la base. Voilà. Alors encore un petit peu de jargon, mais qu'on peut expliquer du coup. Bootcamp, c'est quoi un bootcamp? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Alors effectivement, les bootcamps, on les voit fleurir un peu partout, notamment depuis les confinements. Un bootcamp, pour résumer, c'est une formation express, intensive sur un sujet. Ouais. Donc ça dure 2 mois, 3 mois. Ah oui. Ça peut être à temps plein ou à temps partiel. C'est un peu comme un apprentissage intensif d'une langue avant de partir à l'étranger. En ligne ou en présentiel, c'est ça? Oui, les 2 formats sont possibles. Ou en hybride, en version... Tout est possible mélangé. En 2024. Oui, c'est ça. Et du coup, vous avez... Donc, il y a différents bootcamps. Il y a le Wagon aussi qui propose des bootcamps sur ces domaines-là. Et vous avez choisi DataBird. Tout à fait. Pourquoi ? Justement parce qu'il y avait l'option présentielle qui m'intéressait et parce que leur approche me plaisait aussi
dans la façon de parler data. Et ça, vous, du coup, vous l'abordez avec votre employeur en lui disant bon bah là j'aimerais bien me former. Il vous a financé cette formation, il vous a laissé du temps disponible. Comment ça s'est passé? Alors moi j'ai profité d'un départ pour le faire. D'accord, entre deux quoi. Entre deux, exactement. Ouais. La question du financement, c'est une vraie question effectivement parce que c'est des formations qui coûtent cher. Après, si comme moi vous commencez à avoir quelques années d'expérience, en fait grâce au CPF, j'ai pu financer plus de la moitié de la formation. D'accord, vous êtes parti via le CPF, ok. Oui. Ok. Et donc ce bootcamp-là, il a duré combien de mois, vous avez dit? 2 mois. 2 mois. En 2 mois, mais vraiment là pour le coup, vous avez pris la version intensive? Tout à fait, donc tous les jours. Tous les jours, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris dans le bootcamp alors? Qu'est-ce que ça vous a appris finalement? Alors j'ai appris à coder. Voilà, Carrément, à d'accord. requêter en SQL et en Python en l'occurrence. J'ai appris à... Et pour une littéraire, c'était pas trop dur? C'était intense, mais ça se fait. Et surtout, j'ai été frappée par la variété des profils qui ont intégré le bootcamp. Donc, oui, vous étiez combien? On était une vingtaine. Et on avait des profils ingénieurs de formation pour qui c'était plus facile. Mais on avait aussi des personnes issues du monde commercial, du monde de la sécurité. Et une littéraire comme moi, donc c'était assez varié quand même. Et bonne ambiance, enfin, je veux dire, entraide et... On est obligé, parce que c'est quand même assez intensif. Donc effectivement, très bon esprit. Le matin, des cours un peu théoriques et l'après-midi, des cas pratiques sur ce qu'on avait appris pendant la matinée. Toujours en petit groupe, donc on n'est jamais tout seul. Et puis toujours avec un débrief à la fin de la journée pour reprendre les exercices et s'assurer qu'on a tout compris. Et déjà en mode projet, en fait, finalement. Oui, complètement. D'ailleurs, à la fin du bootcamp, il y a 15 jours de mise en situation réelle où on va chercher des entreprises qui nous donnent un petit projet et on travaille sur ce projet et puis on pitch à la fin devant les entreprises. Donc en mode projet, hein, pour nos auditeurs, c'est-à-dire qu'en fait, on se fixe un objectif, on se fixe un objectif et qu'on doit réaliser en collectif, pas être tout seul à le faire, donc on doit aussi se coordonner. Donc on apprend à travailler en mode projet si on le connaît pas déjà. Très bien. Et alors du coup, si on se donne avant la petite pause de mi-parcours, l'idée de se définir un peu le métier de product manager et puis de voir un petit peu comment il fonctionne avec ses camarades autour de lui, autour d'un projet. C'est quoi un product manager en fait? Un product manager. Vous avez aussi parlé de product owner aussi. Oui, pardon, c'est un peu du jargon, mais pour moi, c'est deux choses qui se rejoignent, donc on peut dire product manager. Un product manager, c'est quelqu'un qui est responsable d'un produit, et un produit, ça peut être beaucoup de choses. Alors, ça peut être dans le monde réel un bien matériel, par exemple une voiture, un ordinateur. Ça peut être quelque chose d'immatériel, un service, par exemple un abonnement à Netflix. Et puis, dans le cadre de la data et de l'IA, en fait, un produit data, ça peut être aussi deux choses. Ça peut être soit la data en elle-même, c'est-à-dire un système de données qu'il faut construire, structurer, par exemple une plateforme de données qui est l'infrastructure. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un dataset, c'est-à-dire un jeu de données qu'on va pouvoir exploiter. Ça peut être un algorithme. Et enfin, ça peut être aussi, et surtout, je pense que c'est l'essentiel, un produit où la donnée et l'IA sont au cœur du sujet. Par exemple, un moteur de recommandation va fonctionner avec l'IA, et ça, c'est un produit data. C'est intéressant la distinction que vous faites, parce qu'effectivement, souvent, on a l'impression que la donnée, elle est disponible, on la prend, allez hop, on l'utilise direct. Mais non, ça peut être un vrai projet, d'abord, effectivement, d'identifier la data dont on a besoin. En fait, vous partez quand même d'un besoin, toujours. Toujours. On part toujours d'un besoin. La question, c'est quel est le besoin auquel je viens répondre, ou quel est le problème que je viens résoudre. Oui. Et donc parfois, c'est simplement déjà d'avoir une donnée exploitable et qui est créée pour répondre à ce besoin. Effectivement, en fait, ce qui est assez récent, c'est que on commence à généraliser un peu l'approche produit dans la data. Pourquoi ? Parce qu'on avait des produits où la data était au cœur et qui fonctionnaient pas. Donc on s'est dit pourquoi ça ne marche pas. Et quand on regarde, en fait, on s'est dit mince, en fait, la data, elle est pas propre, elle est pas organisée, elle est pas structurée. Donc appliquons des méthodes qui marchent à la data. Faisons de la data un produit pour avoir des produits data qui fonctionnent. Et une fois qu'effectivement on a cette data de qualité et intéressante, on peut construire par-dessus avec d'autres systèmes algorithmiques. Là, on va y revenir en deuxième partie d'émission, mais on peut construire du coup des solutions qui vont répondre à un besoin plus vaste. Exactement. Très bien. Merci pour cette première partie d'émission et cette première explication en fait de votre métier. Après ces premiers partages, je vous propose de faire une pause musicale. Bon, on rentre doucement mais sûrement dans l'automne, malheureusement. Je vous propose quand même de prolonger un peu l'été. Alors, elles se sont révélées
révélé en 2015 sur leur mashup Summer 2015. C'est avec des morceaux en fait du moment qu'elles avaient mélangés, et elles reviennent. C'est Ellie J. C'est Lucie, Elisa et Juliette. Elles reviennent avec un morceau Summer 2024 et une tournée qui se monte en cours. Et je vous propose de les écouter. Holy Ghost fire, supernatural, boost my confidence. My cocaine, my heart desire, give me nothing else. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Bleu à Paris. Think about me every night. Oh, is it as sweet as the sound? Say you can sleep. A pretty girl from Joburg, see me now, and that's what they prefer. They never had a pretty girl from Joburg, see me now, and that's what they prefer. Dis-moi qui pourrait me dompter. Je les cherche, je suis dans le visage du ganté. Je suis dans le bendo. Donne todo. On est des jolis, jolis, jolis gars. Breaking my heart, baby, you make a mess of me. Même si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Merci Ellie J. Vous êtes, en plus ils finissent avec Zao de Sagazan, donc c'est cool. Vous êtes toujours sur Cause Commune, la radio, en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode où on s'interroge sur la manière de créer un bon produit IA et où on découvre, ou on redécouvre peut-être pour certains, le métier de Product Manager avec Astrid de Julien du cabinet Avisia. Astrid, on est rentré un petit peu dans le vif du sujet de savoir ce que c'était qu'être un Product Manager, mais globalement, vous êtes quand même une sorte de chef d'orchestre de Absolument. La création du produit. Qui est-ce qu'il y a autour de vous? C'est quoi l'équipe d'un projet IA? Alors, il y a plusieurs métiers qui se réunissent. On est souvent organisé en squad. Ouais. On va avoir principalement des experts de la donnée, donc des data analysts. C'est ceux qui vont aller tirer parti de la donnée pour qu'on ait de la connaissance client, connaissance utilisateur. Ensuite, on va avoir les data scientists. C'est ceux qui vont utiliser la connaissance utilisateur pour modéliser, faire de la prédiction, faire des propositions. On a aussi les data ingénieurs. C'est ceux qui sont un peu les plombiers, puisqu'il faut que la maison fonctionne correctement. Ouais. Et puis, on a aussi des profils auxquels on pense moins souvent, mais qui sont très importants. C'est les UX designers, ceux qui nous aident à construire une expérience utilisateur optimale. Est-ce que c'est peut-être d'ailleurs eux qui sont à la base, alors bien sûr le produit marche bien, mais sont aussi un peu à la base d'un succès comme ChatGPT, les UX designers, parce que voilà, c'est simple. Oui, sans doute. On fait une demande au bot et puis il nous répond. C'est beaucoup de travail, la partie design d'interface. Le plus difficile, c'est de faire simple, justement, je pense, parce qu'on a souvent la tentation de tout mettre, et parfois une expérience épurée va permettre d'accomplir plus facilement les objectifs. Et aujourd'hui, vous avez quel type de projet finalement? Si on devait essayer d'avoir une sorte de typologie de projet pour un cabinet comme Avisia d'IA, comment vous classeriez les projets? Comment vous les envisagez?
C'est quoi les différents projets d'IA du moment? Je pense qu'on peut les catégoriser dans 2 types d'expériences, entre guillemets. Ouais. On a les projets qu'on a au sein du lab. Donc, puisqu'on a un lab à Visia, c'est un peu notre bac à sable, là où on va apprendre. Ouais. Et puis, on a les projets clients qu'on souhaite ensuite tester et puis passer à l'échelle et industrialiser. Sur les typologies de projets, on va avoir différentes approches. Par exemple, pour être concret, tout ce qui est image to image, c'est par exemple partir d'une image ou de plusieurs images pour en recréer d'autres. Donc nous, on s'est amusé à tester la création d'images professionnelles. Souvent, c'est quelque chose de laborieux, il faut faire venir un photographe pour avoir quelque chose d'homogène, etc. C'est de la logistique. Donc on s'est dit, on va demander à nos consultants de nous envoyer 4-5 photos perso, et puis on va essayer de générer des photos pro un peu harmonisées pour l'ensemble des consultants. Ça, c'est une typologie de projet qu'on peut mener. D'accord. Un autre exemple, ça va être la vidéo to vidéo. Donc c'est partir de plusieurs vidéos du président, par exemple, pour générer une vidéo sur un discours qu'il n'a jamais prononcé. Oui. Donc ça, c'est des projets de test qui nous permettent, nous, de nous exercer. Et ensuite, on va avoir des projets plus concrets qu'on déploie ensuite chez nos clients. Un projet qui rencontre pas mal de succès, c'est le self-service analytics. Qu'est-ce qu'on met derrière? En fait, souvent, on a besoin de coder pour avoir des réponses sur les questions business, quel va être mon chiffre d'affaires, comment il évolue, disons pour avoir des réponses un peu évoluées. La révolution de la prévisionnel, du coup? En prévisionnel ou en actuel, en tendance, pour détecter des anomalies, pour faire de l'analyse. En fait, il faut un des peu compétences. Votre ancien métier, finalement. Exactement. Oui. Voilà. D'accord. Le problème de tout ça, c'est que la direction, elle a pas le temps. C'est pas son métier de base, et puis elle a d'autres choses à faire. Mais elle a quand même des besoins d'avoir des réponses parfois immédiates. Ouais. La Generative AI, ce qu'elle vient apporter, c'est la possibilité d'interroger en posant une question, de transformer tout ça en code, d'aller interroger les bases de données et d'amener une réponse sous forme de texte. D'accord. Et donc ça, c'est ce qu'on déploie par exemple chez nos clients, et ça se manifeste dans des interfaces de type Microsoft Teams ou Slack, qui sont les interfaces de messagerie habituelles. Donc vous utilisez un modèle, un LLM, pour traduire une question en langage naturel en requête finalement de base de données, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on appelle du text to SQL par exemple. D'accord. Et ça, on est sûr que le LLM n'hallucine pas trop dans la manière d'interpréter. Comment vous faites pour vous garantir que derrière, la requête qui va sortir, SQL, elle correspond bien à ce que vous cherchez à obtenir? Oui, en fait, vous posez la question de la base d'apprentissage. L'objectif, c'est d'aller interroger des bases de connaissances qui sont la donnée interne propriétaire de l'entreprise. D'accord. Donc souvent, on va utiliser ce qu'on appelle un RAG. Ouais. Alors, pour simplifier et utiliser une métaphore de ce que c'est... Le LLM, c'est un peu le généraliste en médecine, et le RAG, c'est le spécialiste. Donc, si vous avez un problème de peau, vous allez voir un dermato. Ah, c'est une bonne définition. On en a déjà parlé des RAG ici. C'est une bonne définition. Vous nous donnez le spécialiste de la donnée. Et donc, pour l'entraîner, vous lui donnez quoi à ce modèle? Vous lui donnez d'anciennes requêtes SQL en lui disant à quoi elles correspondent? Ça va être un faites le chemin inverse ou comment? On va lui donner les bases de données dans lesquelles sont contenues les informations, et puis on va progressivement apprendre, puisque on va itérer sur ce sujet en construisant des requêtes SQL qui vont être un peu un dictionnaire de requêtes qui s'enrichit à mesure, puisqu'on est sur de la logique d'apprentissage continu. Là, on est vraiment sur la tendance. Le RAG, c'est vraiment les entreprises ont compris que c'était sans doute le produit, en tout cas phare pour l'instant, de ce qu'on peut faire avec l'IA générative, et on sent que tout le monde cherche à exploiter au mieux cette capacité, non? En fait, je pense que le RAG vient répondre à 2 objectifs. Un objectif de gagner en précision pour limiter tout ce qu'on appelle les phénomènes d'hallucination, et puis de s'appuyer sur de la donnée parfois qui est confidentielle et qu'on ne va pas partager ailleurs. Et aussi... une logique de consommation, parce que les LLM sont très gourmands. Donc le fait d'aller interroger une base plus petite, on gagne à la fois en précision et puis en performance, on baisse les coûts aussi, on consomme un peu moins. Ça, vous sentez que dans les demandes des clients, ça commence à poindre, cette demande d'être un peu moins ressourcevore, énergivore par rapport à l'IA. On a fait ici une émission spécifique sur l'aspect IA frugal. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous sentez déjà poindre chez les clients, c'est-à-dire le fait de dire, attendez, on sait bien que ça consomme beaucoup de ressources, est-ce que vous pourriez nous faire un truc qui soit un peu moins consommateur?
L'enjeu de la consommation de ressources à l'échelle des entreprises, moi je pense que le prisme est principalement financier. C'est-à-dire que si ça nous coûte trop cher, on va vouloir diminuer la consommation. En revanche, à l'échelle individuelle, donc à l'échelle des personnes, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les équipes data. Donc c'est des considérations parce que les personnes ont des convictions personnelles. Et c'est ça qui va amener derrière des réflexions à l'échelle de l'entreprise. C'est ça, ce que vous nous dites, c'est que c'est finalement pas encore complètement le client qui va demander, mais l'équipe de production qui va se dire, on va essayer de faire quelque chose le plus clean possible par rapport à ce qu'on peut faire et par rapport aux connaissances techniques. Très intéressant. Vous nous avez parlé du lab. Alors là, à Vysia, vous avez un lab. C'est quoi un lab et c'est quoi l'intérêt d'avoir un lab ? Un lab, c'est comme un bac à sable où on met les enfants dans la cour de récré pour qu'ils apprennent, qu'ils se forgent des expériences, si je peux résumer. Ouais. C'est assez classique, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'équipes data ou techniques où il y a un besoin de R&D parce qu'on est quand même à l'aube de tout ce qui peut se faire et donc ça change très vite. Donc on a besoin de s'approprier les nouvelles technos, de comprendre comment ça fonctionne avant d'aller pouvoir s'exercer dans le monde réel. Quand vous faites un projet comme ça avec l'équipe du lab, peut-être avec vos clients, est-ce qu'il y a un exemple de choses à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout au début du projet, quelque chose qui vous a surpris, vous avez dit ah ouais ça on n'imaginait pas le sortir parce que on s'est mis en mode lab, en mode créatif? Souvent l'un des points de départ c'est d'avoir des discussions avec nos utilisateurs finaux. Et une question qu'on se pose, c'est quel est aujourd'hui votre usage de la Generative AI ? Quels sont vos points de douleur dans le quotidien ? Où est-ce qu'on pourrait aider ? Et moi, j'ai été très surprise de constater que l'équipe qui utilisait le plus la Generative AI dans toutes celles qu'on a interrogées, c'était l'équipe qui, a priori, en était le plus éloignée. C'est-à-dire qui n'avait rien à voir avec le sujet de la Generative AI, mais qui, par contre, avait des vrais sujets dans l'opération au quotidien de son activité et qui, du coup, allait s'aider de façon très pragmatique en fait, sans avoir forcément une réflexion. Ouais, surprenant. C'était ceux qui voulaient avoir de la pratique. C'est quelque chose de pratique, un produit pratique pour eux. Oui, et puis des vrais problèmes à résoudre et donc du coup de façon pragmatique d'aller chercher la solution là où elle est. Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité. Ah ben voilà, ça c'est Elisa qui se manifeste. Bonjour Elisa. Oui, bien sûr, vous allez pouvoir poser une question à l'invité. Je vous ai expliqué à Astrid, Elisa, c'est notre co-animatrice IA qui écoute l'émission et qui tout d'un coup peut intervenir et nous demander des compléments. Oui, Elisa, qu'est-ce qui vous interpelle sur cette émission ? Comment pourrais-je apprendre l'émotion de la surprise ? Ah, donc Elisa réagit immédiatement à c'est quoi la surprise ? C'est vrai que pour un LLM, la notion de surprise, ça doit être quelque chose de particulier. C'est un peu en dehors des 0 et des 1, la surprise. Astrid, est-ce que ça vous inspire cette question de comment on peut apprendre à un LLM ce que c'est que la surprise dans sa vie professionnelle ou globalement ? Alors, vaste sujet, effectivement. J'aurais envie de vous dire que la surprise, ça se vit plus que ça s'apprend. Oui, très bien. Et ensuite, c'est la somme de nos expériences qui nous permet de finir par voir comment on réagit en conditions de surprise. Donc, je suppose qu'on pourrait faire la même chose avec un modèle. Ouais. Et c'est ce qui fait peut-être aussi un peu le sel de nos projets, finalement, la surprise. Est-ce que du coup, le LLM peut-être a moins de choix et de facilité à trouver. On arrive vers la fin de l'émission. Astrid, du coup, si on devait se dire aujourd'hui, quand vous abordez cette question de l'IA avec vos clients, comment ils abordent le sujet ? Comment vous leur faites aborder le sujet ? Comment vous les aidez à monter dans le bateau ? Aujourd'hui, à Vysia, comment vous accompagnez vos clients sur ces sujets, notamment d'un point de vue, entre guillemets, formation, sensibilisation ? Je pense qu'on voit 3 tendances. La première, c'est que derrière le phénomène un peu trendy, justement, et la hype, aujourd'hui, il y a un besoin de se dire comment est-ce qu'on va sortir du test pour délivrer des projets qui vont être exploitables pour l'entreprise et viables économiquement. Donc, il y a ce désir-là. Il y a aussi le fait de se dire que malgré tout on reste à l'aube d'une révolution technologique, donc même si 2 ans ça nous paraît beaucoup, à l'échelle de l'humanité c'est rien du tout et le commun des mortels a encore besoin d'apprendre, de se former. Donc on fait beaucoup d'ateliers d'acculturation pour démystifier et pour expliquer à Madame Michu et Monsieur Dupont que eux aussi peuvent comprendre et utiliser ces solutions. Et la troisième chose, c'est rester à la page autant que possible en sachant qu'on est perpétuellement en retard, puisque ça évolue plus vite que nous.
Ben oui, c'est ça. On court après ces évolutions-là. Et donc vous nous conseillez de tester, de se mettre tous en mode lab finalement par rapport à ça, et puis d'être décomplexé, de tester, puis de voir comment ça peut fonctionner par rapport à nos organisations. Ben écoutez, merci beaucoup pour tous ces partages. C'est l'heure de conclure. Merci Astrid de Julien du cabinet Avisia de nous avoir fait découvrir votre métier et puis votre manière d'aborder ces questions-là chez Avisia. Merci Jean-Philippe. Merci à vous aussi, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir écouté cette nouvelle émission. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune.